bien, bonjour, bienvenue dans cette session dédiée à Azure et plus particulièrement au sujet applications et infrastructures. Je suis Cyril Bézina, partenaire Marketing Advisor dans la division OCP dédiée aux partenaires. Alors, au cours de ces sessions, on va voir trois sujets. D'abord, je vais vous parler du marché du cloud. Ensuite, je vous parlerai des ambitions Azure. Et enfin et surtout, on détaillera en fait comment aller atteindre ces ambitions sur Azure. Tout d'abord, le marché. Le marché de l'IT en général, cette année, donc cette fiscale, qui va de juillet à juin, sera en légère décroissance, moins 0,4%. Mais en fait, au travers de ce marché relativement flat finalement, il y a de grosses disparités avec d'un côté tout ce qui est on-prem et services qui va être en décroissance, et de l'autre côté, le marché du cloud qui va tirer l'ensemble de l'IT, avec un marché du cloud qui sera à plus de 15%. La bonne nouvelle, c'est que dès la prochaine année fiscale, donc dès FY 22, le marché de l'IT sera au global de nouveau en croissance, avec toujours le cloud comme moteur de cette croissance. On devrait redépasser la barre des 20% de croissance sur le cloud dès l'année prochaine. Au sein de cet écosystème de l'IT, ce qui est intéressant de voir également, c'est que la part du cloud, comme vous en doutez, est en forte croissance. Et dès la prochaine fiscale, la part du cloud sera supérieure à celle de l'on-prem. Et cet écart va s'agrandir d'année en année. Alors pour ce qui est de Microsoft et d'Azure, notre ambition clairement pour cette fiscale, c'est de croître plus rapidement que le marché, de continuer à gagner des parts de marché. Et donc nous ambitionnons avec vous d'aller faire 75% de croissance sur Azure au cours de cette fiscale. Maintenant sur les sujets qu'on dit innovants, et notamment Data and AI et puis tout ce qui est App Innovation. Dans App Innovation, ça inclut la modernisation des applications existantes, également la création de nouvelles applications, notamment avec Azure Kubernetes Services. Ces deux segments-là, on prévoit de faire du x2, donc 100% de croissance par rapport à l'année dernière. Alors comment allons-nous faire ensemble cette croissance et comment atteindre ces ambitions ? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire, et toutes sont complémentaires et s'additionnent. D'abord, c'est de se concentrer sur les bonnes priorités. Ensuite, c'est d'avoir les bonnes offres. Ensuite, c'est de vous appuyer sur les bons programmes et d'utiliser les bons programmes. Ensuite, c'est de bien comprendre et de bien utiliser les bons programmes d'incentive. Avoir également le bon programme de formation et d'investir sur ce sujet. Et enfin, de travailler ce qu'on appelle le P2P, donc tout ce qui est partner to partner. Et c'est cette trame qu'on va suivre pour le reste de la présentation pour voir ensemble comment aller chercher cette ambition. D'abord, commençons par les priorités. Dans le contexte actuel du Covid-19, donc le contexte à la fois sanitaire et la crise économique qui est associée, plus que jamais, la préoccupation de vos clients, c'est d'aller faire des économies et puis c'est de pouvoir retrouver un niveau de ROI, de retour sur investissement, qui soit bon et qui soit rapide. Aujourd'hui, toutes les DSI de vos clients sont sous pression et donc sont très préoccupés par ces sujets. Or, la proposition de valeur d'Azure, et de manière plus générale, la proposition de valeur du cloud public, c'est justement, et depuis toujours, d'aller faire du cost saving et de pouvoir faire de l'innovation beaucoup plus rapide. Et donc la stratégie Azure sur FY 21 est en fait la continuité de celle que je vous ai présentée l'année dernière, autour de nos trois gros piliers que sont la migration, l'innovation et la partie enable. Donc pas de changement sur nos piliers stratégiques. Ce qui va changer, et encore relativement à la marge, c'est les scénarios techniques qu'il y a à l'intérieur de ces trois piliers. Donc la partie migration, c'est quoi ? C'est tout ce qui est la migration des applications on-prem de vos clients vers le cloud. Et en termes de sujets techniques, qu'est-ce qu'on retrouve derrière ça ? C'est toute la partie Windows et SQL Server, toute la partie Linux et OSS DB, tout ce qui est SAP sur Azure, Windows Virtual Desktop, mais dans des proportions beaucoup plus importantes. C'est un sujet qui s'est énormément développé ces derniers mois, sur lequel il y a une très forte demande de beaucoup de clients. Et puis la partie qu'on appelle Hybrid Cloud, des sujets comme Azure Stack, comme Azure Arc, et puis Azure Edge. Okay, donc ça, c'est le pilier migration. Ensuite, il y a le pilier innovation, sur lequel il y a une très forte croissance.
Innovation, c'est quoi? C'est soit la modernisation d'applications existantes, soit la création de nouvelles applications dans le cloud. Et en termes de sujets plus précisément, on va retrouver dedans, par exemple, la modernisation des applications .NET, avec notamment App Services et Azure SQLDB. On va retrouver des sujets clés comme l'analytics et l'AI qui sont chers à mon collègue Laurent Pénisson. Et puis toute la partie création de nouvelles applications, cloud native, avec notamment AKS, donc Azure Kubernetes Services, mais également Azure Cosmos DB et PostgreSQL. Le troisième pilier, le socle de tout ça qui soutient un peu l'ensemble, c'est la partie Enable. Alors Enable, pour ceux qui étaient à la présentation de l'année dernière, je vous disais que je ne savais pas bien le traduire. Et ben, je vous rassure ou pas, mais en un an, je ne sais toujours pas traduire correctement ce mot en anglais. Pour autant, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a dedans et quels sont les scénarios techniques sous-jacents. Enable, c'est tout ce qui va permettre à votre client de mieux utiliser Azure et mieux utiliser le cloud. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ce qu'on appelle le CAF, Cloud Adoption Framework. C'est toute cette méthodologie mise en place par Microsoft et qui est d'ailleurs maintenant publique, que vous pouvez récupérer sur notre site, qui permet d'améliorer la gouvernance, qui permet de guider le client dans son passage au cloud. On va retrouver également tous les sujets autour du fait d'avoir des architectures qui tiennent la route. On va retrouver également dans cette partie Enable toute la partie compétences techniques de vous bien sûr, mais également la montée en compétences de vos clients sur les sujets Azure. Et puis on va retrouver la partie DevOps que vous connaissez bien, sachant que la grande différence cette année, c'est qu'on y ajoute la composante très forte GitHub. Donc voilà pour le pilier Enable. En plus de ces trois piliers qu'on vient de voir, on a ce qu'on appelle en complément, ce qu'on appelle les Specialized Areas. Là, c'est plus des sujets très spécifiques qui demandent des compétences bien particulières. Et c'est là qu'on va retrouver la mixed réalité, l'IoT, l'advanced networking, le high performance computing, toute la partie sécurité avec Azure Sentinel, voilà, et puis également la partie VMware que j'allais oublier, pourtant qui est très importante. Donc voilà pour la stratégie. Comment ça se matérialise en termes d'offres à construire de votre côté? Donc, je vais essayer de vous résumer dans ce slide la vue des offres dont on a besoin pour chacun des piliers et pour le numéro complémentaire qui est le fameux Specialized Area. Vous avez trois codes couleurs. En vert, c'est les sujets Azure sur lesquels on a déjà relativement beaucoup d'offres pour couvrir le besoin du marché. Ça ne veut pas dire que si vous avez une compétence sur le domaine, vous ne devez pas développer une offre, mais ça veut dire qu'il y a déjà du monde sur ces sujets. Donc ça veut dire que si vous créez une nouvelle offre, vous avez intérêt à vous différencier fortement dans cette offre parce qu'il y a déjà du monde en présence. En orange, vous avez les sujets sur lesquels on manque d'offres par rapport à la capacité et aux besoins du marché. Et enfin, en rouge, là c'est clairement là où on manque cruellement d'offres. Je ne vais pas aborder tous les sujets, mais il y en a 5 ou 6 sur lesquels j'aimerais juste qu'on se concentre parce qu'ils sont importants. Dans l'ordre ou dans le désordre. Le premier, c'est Windows Virtual Desktop. Je le précisais tout à l'heure, il y a une augmentation conséquente du nombre de demandes de clients sur le sujet et il y a très peu d'offres. Et quand je dis des offres, c'est soit des sujets sur Windows Virtual Desktop en natif, mais ça peut être également du Citrix sur Azure ou du VMware Horizon. Si vous avez une compétence là-dessus, il y a un vrai intérêt à aller développer des offres sur ce sujet. Ensuite, il y a le sujet VMware, qui est un sujet sur lequel aujourd'hui il y a très peu d'offres. Quand je dis très peu, c'est vraiment très peu d'offres sur le marché. Donc si vous avez une compétence sur le sujet, allez-y. Pour le pilier Enable, 3 sujets importants. La partie DevOps. Alors nous avons des offres DevOps, il y a beaucoup de partenaires qui pratiquent le DevOps, c'est tant mieux. Par contre, des offres qui intègrent la composante GitHub, là il y en a beaucoup moins. Si vous avez des compétences sur le sujet, allez-y, développez vos offres ou updatez, mettez à jour les offres existantes que vous avez déjà au catalogue Microsoft. Deuxième sujet, c'est la partie CAF, donc Cloud Adoption Framework. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la méthodologie et la gouvernance de passage au cloud. Pareil, on a besoin d'offres là-dessus, soit d'offres qui sont dédiées à cette méthodologie, soit au moins d'intégrer cette méthodologie dans vos offres Move to Cloud existantes. Voilà. Dernier sujet pour le pilier Enable sur lequel il y a un vrai besoin, c'est la partie cost optimisation.
Pourquoi aujourd'hui, quand vous allez voir un DSI, il a deux sujets qui ressortent, mais quasi systématiquement. C'est soit le cost saving, comment je fais des économies en passant du on-prem au cloud. Et si je suis déjà dans le cloud, c'est monsieur le partenaire, aidez-moi à réduire ma facture, car j'ai une pression énorme sur le sujet de ma direction générale. Donc voilà, ils vont vous attendre sur ces sujets-là. Donc il est important de développer des offres dédiées ou en tout cas d'intégrer cette composante dans vos offres Move to Cloud existantes. Et enfin, sur les sujets Specialized Area, il y a plein de sujets assez spécifiques sur lesquels on a besoin d'offres. Je vais juste inciter sur un qui est important, qui est la partie hybride solution, hybride cloud. On manque d'offres sur la partie Azure Arc et sur la partie Azure Edge. Il y en a un peu plus sur Azure Stack, mais il y a encore de la place. Donc si vous avez une compétence là-dessus, construisez des offres. Donc on a vu les priorités, on a vu les offres. Maintenant, je vous propose d'aborder la question des programmes. Première chose et bonne nouvelle, c'est que les programmes tiennent sur une slide, ce qui est assez rare, et en plus elle est relativement épurée. Donc comme quoi on vous a écouté et on a fait un gros effort en fait, de simplification de nos programmes. Il y en a encore beaucoup, mais si vous vous concentrez déjà sur ces 5-6 programmes, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut pour travailler correctement avec Microsoft et pour développer votre business. Ces programmes sont organisés par ce qu'on appelle des sales stages. En fait, c'est les différentes étapes que va suivre votre client au travers de la maturation d'un deal. On en a 5 chez Microsoft. Ça va de ce qu'on appelle le Envision, le stage 1, jusqu'au Realize the Value, qui est le stage 5. Et on a des programmes qui vous permettent de couvrir ces différentes étapes. Donc c'est plutôt bien fait. Donc je disais 5 programmes à retenir. Les Immersion Workshop, le programme Azure Accelerate qui est tout nouveau, le Azure Migration Programme que normalement vous connaissez, c'est le fameux AMP dont j'avais parlé l'année dernière. Je vous avais promis que celui-là, il s'inscrira dans la durée. Je ne vous ai pas menti, on le retrouve cette année et c'est un de nos programmes phares. Le programme qui est suivi par mon collègue Laurent, qui est le Analytics and AI Accelerate Programme, le A3 programme pour les intimes. Et enfin, Fast Track Azure, que je ne détaillerai pas dans cette présentation, mais qui vous permet en fait d'avoir le support d'ingénieurs Microsoft à distance pour vous accompagner dans un certain nombre de deals. Avant de parler d'une partie de ces programmes, je veux juste qu'on se concentre quelques instants sur 2 statuts qui sont très importants, notamment parce qu'ils sont essentiels pour accéder à certains programmes, dont Azure Migration Programme. Quels sont ces statuts ou ces certifications clés? C'est d'une part Azure MSP Expert et d'autre part tout ce qui est l'Advanced Specialization. Alors, Azure MSP Expert, c'est quoi? C'est le fait d'identifier les meilleurs partenaires sur le marché, sur la partie Managed Services, ceux qui sont les plus performants, qui ont les plus fortes compétences, qui savent faire du Customer Success Management et qui s'inscrivent dans cette démarche de Managed Services, dans une démarche de long terme. Okay, donc ça, c'est Azure MSP Expert. De l'autre côté, en complément, les deux ne sont pas incompatibles, hein, vous avez les Advanced Specialization. Et là, c'est quoi? C'est identifier et certifier les partenaires qui ont une compétence spécifique sur un sujet très particulier. Je vous ai mis en dessous la liste aujourd'hui des sujets qui sont couverts par ces Advanced Specialization. Alors pourquoi faire l'une ou l'autre ou les deux de ces certifications? D'abord parce que ça va être un moyen d'accélérer votre transformation. Si par exemple vous vous inscrivez et vous souhaitez passer le Azure MSP Expert, on va vous accompagner au travers d'assessment, au travers de pré-audit, d'audit. Et pour préparer ces différentes étapes avec nous, et vous également de votre côté, vous allez devoir accélérer votre transformation et ça va vous obliger à travailler sur ces sujets et aller beaucoup plus vite sur ces sujets pour vous structurer sur ces sujets. Deuxième chose, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que pour beaucoup de programmes, notamment pour le fameux AMP, Azure Migration Programme, il faut être MSP Expert ou être Advanced Specialist pour pouvoir nominer dans ces programmes. Autre point intéressant, c'est que ces programmes, et j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, vous permettent d'accéder à des incentives supplémentaires, ce qui peut être intéressant. Ça vous permet également de mieux travailler le co-sell avec nos équipes, notamment sales terrain. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent ces certifications, elles savent le degré de difficulté. Pour elles, le fait que vous ayez obtenu ces certifications sont un gage
de la qualité de votre prestation, de votre niveau de compétence, et donc elles seront plus à même et plus rassurées de travailler avec vous si vous avez obtenu une ou deux de ces certifications. Voilà. Et puis dernier point, ça vous permet de vous différencier sur le marché vis-à-vis des clients en disant écoutez, vous cherchez un partenaire compétent sur le sujet, boum, moi j'ai la certification Microsoft et on n'est que X sur le marché à l'avoir. Alors comment passer ces certifs? Je ne rentrerai pas dans le détail, ça sera un peu long, mais en gros, vous avez d'abord des prérequis à atteindre, notamment en termes de niveau de consommation Azure et en termes de nombre de personnes certifiées sur les différents sujets. Et ensuite, vous avez un audit à passer avec ISSI, qui est un organisme tiers, externe et donc indépendant. Donc ce qui me permet maintenant, vous avez un peu cette introduction, d'embrayer sur les programmes. Le premier, c'est les Azure Immersion Workshop, qui, pour les intimes, s'appelaient avant les Azure in a Day Workshop. Ce sont quoi? Ce sont des workshops qui, du fait du contexte actuel, sont 100% digitaux. Comme l'annonçait leur précédent nom, se déroule sur une journée. Alors du fait maintenant que c'est en digital, on ne va pas faire 8 heures d'affilée en digital, mais ça va être entre 3 et 6 heures étalées sur une journée, sur des thématiques bien spécifiques que sont la data, l'analytics, l'AI, .NET, Windows Virtual Desktop, la migration et tout ce qui est Cloud Native Application. Voilà les sujets couverts. Qui peut délivrer? Eh bien, c'est simple, tous les partenaires, vous tous, vous pouvez délivrer ces workshops et vous pouvez le faire dès à présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les contenus de ces workshops sont déjà disponibles, ils sont publics, vous pouvez aller les télécharger sur le lien qui apparaît à l'écran. Et d'ailleurs, sur ce lien, vous avez non seulement le contenu des workshops à dérouler, mais vous avez également tout un tas de matériaux marketing, des emails, des éléments pour le social media qui vont vous permettre de marketer, de promouvoir ces workshops qui vont être délivrés par vos consultants ou vos experts. Voilà. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous communiquer vos dates en amont, vos dates de workshop. Okay, donc, n'hésitez pas à planifier dès à présent des Immersion Workshops. Deuxième programme, c'est Azure Accelerate Package, qui d'ailleurs peut s'inscrire juste après un workshop. Vous venez de faire un workshop, vous voulez passer à l'étape suivante avec des clients qui sont intéressés et plus qu'intéressés par Azure, eh bien, vous pouvez embrayer sur Azure Accelerate. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir fait un workshop pour faire Azure Accelerate, mais c'est une suite assez logique d'un workshop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Azure Accelerate? Il y a d'abord la possibilité d'aller faire des assessments. Vous avez également tout ce qui est POC qui est inclus dans ce programme, donc les Proof of Concept. Vous avez accès à du crédit Azure, le fameux ACO, Azure Credit Offer. Et depuis peu, c'est tout nouveau, vous avez également du crédit pour déployer du Azure Sentinel pour peu que vous ayez un projet autour de la sécurité chez votre client. Voilà. L'étape suivante, et on avance dans les fameux sales stage dont vous parliez tout à l'heure. Donc là, vous avez fait la partie un peu pré-vente. Et maintenant, votre client s'est committé, il veut passer dans Azure. Et donc, vous êtes plutôt en post-sales et vous allez aborder le déploiement. C'est là qu'intervient le fameux AMP, Azure Migration Programme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans pour ceux qui ne connaissent pas encore ce programme? Bien sûr, et tout le monde est conscient de ça, il y a une partie financement par Microsoft. Mais ce n'est pas que ça, et ce n'est surtout pas que ça. C'est surtout un programme qui va vous accompagner et vous permettre d'accélérer le déploiement. Donc c'est vraiment pour des clients qui sont en phase vraiment au début du déploiement. Ce n'est pas uniquement pour des nouveaux clients. Okay, ça va vous permettre également de valoriser vos offres de services. Ça va vous permettre, et ça c'est peut-être le plus important, d'être en connexion directe avec des ingénieurs Microsoft, mais également avec tous les sellers Microsoft, et donc pouvoir faire ce qu'on appelle du co-sell. Okay, à qui s'adresse ce programme? C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction quand je vous ai parlé des 2 certifications. Désormais, depuis le mois d'octobre, seuls les Advanced Specialists et les MSP Experts peuvent nominer AMP. Donc si vous n'êtes pas sur ces 2 programmes de certification, il est temps de vous y mettre, en tout cas de commencer à comprendre un peu plus ce qu'il y a dans ces certifs. Voilà. Quels sont les sales plays, donc les sujets concernés par AMP? C'est d'abord tout ce qui est autour de la migration, mais depuis peu, on a intégré le sujet Windows Virtual Desktop et également la partie .NET.
Alors, quelles sont les prochaines étapes? La première chose, c'est que là, je vous ai dressé un portrait très rapide du programme, mais bien sûr, je vous invite à découvrir beaucoup plus en profondeur le contenu et toutes les indications pour avancer dans ce programme et qu'est-ce qu'il contient, quelles sont les aides financières, etc. Et ça, vous le retrouverez sur azure.com/AMP partenaire, AMP Partners, pardon, en anglais. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, c'est avant même de comprendre les micro-détails du contenu marketing de ce programme, c'est analyser votre pipe, posez-vous la question pour tous vos clients, est-ce qu'ils sont sur des sujets de migration de Windows Virtual Desktop ou de .NET, est-ce qu'ils sont dans un stage 3, donc à partir du commit, et dans ce cas, posez-vous la question de est-ce que ça répond aux critères du programme AMP, oui, non, est-ce que je nomine dans AMP. Et donc avant de faire une nomination, je vous invite à vous synchroniser soit avec votre PDM, partenaire des Development Managers, soit avec les équipes de compte Microsoft, et ensuite de nominer dans AMP. Il y a un site pour ça, c'est azure.com/AMP. En tant que partenaire, vous avez la main pour nominer dans AMP. Voilà, donc on a vu les priorités Microsoft. On a vu les offres qui sont sous-jacentes à ces priorités. On a vu les programmes qui vont vous permettre d'accélérer votre business avec Microsoft. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui vous est cher, qui sont les incentives. En fait, la rémunération que vous allez toucher sur Azure va dépendre de plusieurs choses. D'abord, de votre rôle. Est-ce que vous êtes un revendeur? Est-ce que vous êtes un influenceur? Ça va dépendre également du type de contrat. Donc, la relation contractuelle que vous avez avec le client. Est-ce que vous êtes sur un accord entreprise? Est-ce que vous êtes sur un Microsoft Customer Agreement ou sur du CSP? Et puis, ça va également dépendre de votre mode de rattachement au client. Est-ce que vous êtes, attention là c'est la série des acronymes Microsoft, est-ce que vous êtes sur du PAL, du CSP ou du DPOR? Je ferme la parenthèse des acronymes, j'y reviendrai après. Commençons par le cas des revendeurs. Si vous êtes revendeur Microsoft, vous pouvez toucher 4% sur la consommation Azure ou 10% sur la consommation Azure qui se fait dans les réserves d'instants, donc les instances réservées de vos clients. Ça, c'est valable si vous êtes sur des contrats CSP classiques. C'est également valable si vous êtes sur ce qu'on appelle la New Commerce Experience. En termes de rattachement au client, en fait, ça se fait automatiquement puisque c'est vous qui êtes à l'initiative du contrat avec le client, donc le rattachement est automatique. Maintenant, si on regarde le deuxième cas de figure qui est la partie influenceur. Donc, vous, en tant que partenaire, vous influencez la consommation d'Azure ou l'utilisation d'Azure sur des contrats qui ont été faits avec Microsoft et le client, donc c'est des EA ou des contrats Microsoft Customer Agreement. Là, votre niveau d'incentive va dépendre à la fois du contrat, les deux contrats que je viens de citer, mais également de votre rattachement. Donc, il est urgent, si ce n'est pas déjà fait, de vous rattacher via ce qu'on appelle le PAL, le Partner Admin Link, à vos clients, pour qu'ils puissent identifier qu'effectivement, c'est bien vous qui avez influencé la consommation Azure. Et ensuite, en fonction du fait que vous êtes soit seul partenaire chez ce client ou qu'il y a plusieurs partenaires chez ce client, le pourcentage de rémunération et d'incentive va changer et ça va aller en fonction de tous ces paramètres, le contrat et le PAL, de 1 à 4%. Donc voilà pour la vue globale. Après, tout à l'heure, je vous disais, c'est intéressant pour les incentives d'être soit Azure MSP Expert, soit Advanced Specialist. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir toucher des incentives supplémentaires en plus donc de celles que je viens d'expliquer. La première, c'est sur, et c'est valable pour tous les contrats, et c'est sur les nouveaux clients qui sont sur des comptes qu'on appelle Major, donc plutôt le haut du panier. Sur ces nouveaux clients, si vous amenez les clients au-delà de 15K $ de consommation Azure sur un trimestre, donc en gros, si vous moyennez, ça fait 5K par mois, eh bien vous allez toucher 15K $ d'incentive. C'est quand même pas mal ça. 15K de consommation, 15K d'incentive. Deuxième incentive qui est réservé aux MSP experts et aux advanced specialists, c'est une incentive de... Alors là, pour le coup, c'est pour les contrats enterprise, donc les accords entreprises, et c'est une incentive de 2% sur la consommation Azure
et de 2% sur la consommation des services data sur Azure. Okay. Donc voilà pour la partie incentive. Donc comment maximiser vos gains avec ces incentives? Si je dois faire simple, c'est accompagner vos clients dans le passage du on-prem vers le cloud et vous spécialiser en allant vers le Azure MSP Expert ou vers le Advanced Specialist. Et donc, quelles sont les prochaines étapes par rapport à ça, par rapport au sujet incentive pour vous? C'est 1, d'aller sur Partner Center et de vous inscrire à ces programmes. 2, de vous rattacher via le fameux PAL, Partner Admin Link, à vos clients. Et 3, si ce n'est pas déjà fait, de vous intéresser très sérieusement au Azure MSP Expert et au Advanced Specialist. Je pense que je l'ai suffisamment répété au cours de cette présentation. Donc voilà pour les incentives. Autre sujet important pour aller chercher ensemble la fameuse ambition de 75% de croissance sur Azure. C'est le sujet formation. Je n'ai qu'un slide là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sujet est extrêmement vaste. On pourrait faire une présentation entière dédiée au sujet formation, tellement il est vaste et passionnant. Ce que j'aimerais que vous reteniez durant cette presse, c'est quoi? C'est juste le lien qui apparaît à l'écran. Donc ak.ms/formation partenaire, le tout au pluriel. Sur ce lien, vous allez retrouver à peu près tout ce qui est important pour vous pour la formation. À la fois le catalogue des formations, le calendrier des prochaines formations. Je vous ai mis dans la présentation une petite capture d'écran, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis, vous allez également retrouver toute la liste des certifications, celle qui est existante et qui continue cette année, et puis les nouvelles certifications pour cette nouvelle fiscale. Donc voilà, très important d'investir sur la formation. Dernier sujet que je voulais aborder et qui est important pour aller chercher ensemble cette croissance, c'est le fameux P2P, Partner to Partner. Alors pourquoi faire du partner pour to partner? 3 raisons. D'abord parce que vous pouvez aller chercher des offres complémentaires aux vôtres. C'est difficile, compte tenu de l'étendue des sujets autour du cloud, d'être compétent ou ultra compétent sur tous les sujets. Donc il peut y avoir des sujets où c'est intéressant de construire une offre commune avec d'autres partenaires qui ont des compétences complémentaires aux vôtres et qui vont permettre de construire une offre plus forte et plus intéressante pour vos clients. Deuxième raison pour aller faire du P2P, ça peut être d'augmenter votre capacité de diffusion et de présence sur le marché, donc diffusion de vos offres. Et troisième sujet, c'est la mise à dispo de ressources. Voilà, j'ai un besoin sur une ressource spécifique, tous mes consultants, toutes mes équipes sont déjà occupés, eh bien, je vais chercher ces compétences auprès de partenaires qui peuvent, eux, avoir des ressources intéressantes sur le sujet. Alors, comment tout ça va fonctionner? Comment vous mettre en relation? Eh bien, compte tenu du besoin très fort, l'IAMCP a mis en place une nouvelle place de marché. Ça s'appelle MyP2P. Ça vous a été présenté ce matin en plénière. Et depuis peu, vous avez un lien qui est désormais actif, www.imcp.fr/myP2P pour aller découvrir tout sur cette nouvelle place de marché. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne suite et notamment d'aller faire les sessions suivantes de mes collègues pour continuer à découvrir tous les sujets intéressants, notamment autour du cloud. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour, mon nom est Richard Amos et je dirige la filiale française de la société Insight Technologies. Insight est présent dans 21 pays pour 11 000 collaborateurs et a pour vocation d'aider les clients dans leur transformation numérique. Nous le structurons autour de 4 axes. La première, les accompagner dans le choix et la mise en place dans les meilleures conditions économiques des solutions. Le deuxième, pour donner la pleine capacité à leurs collaborateurs de pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises dans l'utilisation des technologies. Le troisième, c'est faciliter la transition des applications et des données dans le cloud. Et enfin, la dernière chose, c'est participer à tout ce qui est innovation technologique autour de solutions directement adaptées à leur métier. Les solutions de Microsoft sont particulièrement riches et adaptées aux besoins de nos clients. La question de savoir si c'est M365
ou Surface qu'il faut privilégier pour proposer une approche à nos clients, c'est bien la conjugaison de ces deux solutions avec notre approche de transformation et de service qui va répondre aux besoins de ces clients. Donc le choix est bien sûr d'avoir les deux en même temps. Pour illustrer ceci, j'ai envie de vous parler d'un projet que nous avons réalisé pour la société Accor. La problématique était de pouvoir intégrer très rapidement des solutions de type Surface dans leur système d'information, tout en privilégiant sécurité et intégration des numéros de série dans le cloud Azure. À cet égard, les solutions autopilote nous ont permis d'intégrer toutes ces machines rapidement et de la façon la plus sécurisée possible et la plus facile. Nous imaginons les projets autour de 4 volets. Le premier, c'est la conception de la solution. La deuxième chose, c'est la planification de la mise en œuvre de la solution. La troisième, c'est la réalisation. Et la quatrième, c'est l'exploitation. Grâce à l'acquisition de la société Venex cette année, Insight se trouve renforcé par une équipe d'une centaine d'experts qui sauront nous apporter aujourd'hui ce que nous recherchons pour nos clients, à savoir la meilleure performance avec les meilleurs outils et dans un temps le plus rapide possible. Nous avons de nombreuses ambitions pour l'année 2021 et je suis optimiste sur notre capacité à les atteindre. La première ambition concerne nos clients que nous souhaitons accompagner sur leur transformation numérique et participer à leur côté à la sélection des meilleurs outils et technologies pour y parvenir. La deuxième concerne nos partenaires avec lesquels nous pensons intéressant de partager auprès de la communauté tous les retours d'expérience et savoir-faire que nous avons pu mettre en place. La troisième concerne nos collaborateurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à la réussite de nos projets. En conclusion, grâce à la confiance de nos clients, aux capacités d'innovation de nos partenaires et en particulier de Microsoft, grâce à l'engagement de nos collaborateurs, de très belles perspectives de se réjouir s'offrent à nous pour les années à venir. Bonjour, je suis Thomas Leblanc, je suis le directeur général de Selensa. Selensa est un cabinet de conseil IT, expert des technologies Microsoft. Selensa va avoir 10 ans dans quelques semaines et compte aujourd'hui une centaine de personnes, dont 90 experts des technologies Microsoft. Nous accompagnons depuis plus de 10 ans maintenant nos clients dans leur transformation digitale, dans la modernisation de leur système d'information et dans leur parcours d'innovation à travers les technologies Microsoft et particulièrement à travers d'Azure. Nous réalisons aujourd'hui plus de 97% de notre chiffre d'affaires dans Azure. Nous sommes également un partenaire learning de Microsoft. Nous dispensons un grand nombre de formations sur Azure sur tous les sujets qui sont les nôtres, à savoir la data, l'intégration, la plateforme et également l'infrastructure, le IaaS. Je vous invite à retrouver de nombreux témoignages et de nombreux retours d'expérience de nos clients ou de nos collaborateurs sur notre blog Selensa. Bonjour, je m'appelle Sébastien Roch et je suis CTO Cloud chez Selensa. Le poste de CTO Cloud chez Selensa offre une double responsabilité entre mission interne et mission externe. En interne, j'ai la charge de définir les orientations technologiques pour Selensa et d'élaborer les parcours de formation pour nos collaborateurs. En externe, j'interviens auprès des clients comme référent technique, expert des technologies Azure pour les aider à structurer et à définir leurs architectures Cloud First ainsi que leur gouvernance dans le cloud. Aujourd'hui, Selensa est reconnu comme un partenaire d'excellence dans l'écosystème Microsoft de par notre approche pluridisciplinaire au sein d'Azure. Nous accompagnons nos clients DSI sur tout le cycle de transformation cloud pour définir avec eux la stratégie et sa mise en œuvre. Pour répondre à ces besoins, nous déployons un spectre complet de compétences chez nos clients, à savoir de l'architecture, de l'infrastructure, de la sécurité, du DevOps, du Dev, de la data, de l'IA et du monitoring. Selensa se positionne comme un centre d'excellence Azure et de veille technologique qui accompagne les clients et les ESN dans leur cadre de projet de transformation cloud. Bonjour, je m'appelle Édouard Lelong et je suis en charge de Selensa Training qui accompagne la transformation digitale de ses clients par le biais de la formation. Selensa Training, c'est un organisme de formation référencé Datadoc, spécialisé dans la montée en compétences sur Microsoft Azure et le DevOps. Nous sommes Learning Partner, nous comptons une douzaine de formateurs qui sont avant tout consultants, employés Selensa et experts bien sûr dans leur domaine. Ils sont nourris d'une expérience permanente du conseil pour apporter un maximum de valeur à nos clients finaux. Nous avons un catalogue de formations riche qui s'articule autour de 3 offres. La première, les formations officielles Microsoft qui préparent aux certifications. La deuxième, les formations plus spécifiques que nous avons développées et enrichies
suite à nos retours d'expérience clients. Et enfin, la troisième, les formations sur mesure co-construites avec les clients pour répondre au plus juste à leurs besoins. Elles peuvent être toutes dispensées en distanciel comme en présentiel. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre directement sur le site Selenza Training, training.selenza.com. Cyrus Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine. Nous gérons 4,2 milliards d'actifs. Nous avons 200 collaborateurs, 70 consultants patrimoniaux et 14 implantations. Notre raison d'être, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine. L'idée, c'est de mettre en cohérence leur patrimoine et leur projet de vie. Donc, nous avons lancé ce projet CRM en 2017 avec un double objectif, une qualité de service client qui soit différenciante et des process internes qui soient aussi simplifiants pour nos équipes. Le but, c'est vraiment de leur libérer du temps commercial auprès de nos clients et de pouvoir automatiser, simplifier tout ce qui peut l'être. C'est un métier assez compliqué puisqu'il y a vraiment une multitude de cas à gérer et beaucoup de spécificités en fait en fonction des différents investissements que peuvent faire les clients. Donc le but, c'était de donner un peu des clés à l'utilisateur en simplifiant toute la partie réglementaire, notamment en l'automatisant grâce à plusieurs services qu'on a associés au CRM. Et également justement d'agréger le plus de fonctionnalités liées au métier dans un seul interface, donc une interface unique, donc, qui est justement ce CRM. Nous avons mis en place un CRM qui pour nous va au-delà de la simple relation client. C'est un CRM qu'on appelle front to compta, c'est-à-dire qu'il embarque l'ensemble des services de l'entreprise, depuis la prospection de nos clients jusqu'au suivi du chiffre d'affaires. Dans cet outil, nous gérons des simulations d'investissement, des allocations d'actifs, des documents qui peuvent être personnalisés et pré-remplis par l'outil. Et nous gérons également toute la relation avec nos apporteurs d'affaires, ainsi que le suivi du chiffre d'affaires de l'entreprise. On a décidé, en fait, de par l'intégration, grâce à l'intégration de Microsoft Dynamics, d'aller un petit peu plus loin et de rentrer vraiment les deux pieds dedans sur la stack Microsoft, notamment par l'intermédiaire d'Azure, de Microsoft Dynamics, d'Office 365, de Power BI. On est vraiment resté dans le giron de Microsoft. On s'est dit que ça allait être un facilitant, chose qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Le choix du CRM chez Microsoft a été une évidence pour pouvoir nous permettre de faire évoluer l'outil à notre main. Nous avons été rapidement séduits par le dynamisme de l'entreprise, l'énergie qui se dégageait des équipes et par la connaissance de tout de notre marché. C'était pour nous un des éléments essentiels pour pouvoir accélérer et pouvoir avoir un projet CRM qui se déroule rapidement, qui se déroule dans la sérénité. Ce qui a été un plus pour nous, c'est ce côté vraiment challenge. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés d'aller là où on voulait les emmener, ils nous ont challengés tout au long du projet. Puisque je pense que sans le travail conjoint avec 12, aujourd'hui, une partie du système d'information ne serait pas le même et on aurait probablement été moins loin dans la définition des différents projets et dans leur mise en œuvre que là où on en est aujourd'hui. On a abordé le projet Cyrus de manière un peu originale, donc on s'est tous mis autour d'une table pendant 2 semaines pour faire ce qu'on appelle un planning game, où on a traité les aspects métier, intégration et adoption, pour identifier quels étaient les principaux enjeux pour Cyrus auxquels on devait répondre et proposer une roadmap qui soit à la fois agressive mais réaliste. Donc on a d'entrée de jeu voulu positionner le CRM à la fois dans le SI mais aussi pour les collaborateurs comme pierre angulaire de la transformation de Cyrus. L'idée c'est que le CRM devienne à la fois l'outil central d'un point de vue technique, donc toutes les autres briques du SI client gravitent autour du CRM et ça se retrouve aussi sur le volet utilisateur, donc un utilisateur passe par le CRM pour accéder à toutes les informations et autres applications métiers dont il pourrait avoir besoin. Aujourd'hui, l'écosystème autour de notre CRM, il est essentiellement composé de briques Microsoft. Toute la partie Azure pour tout ce qui va être base de données, développement interne, outils métiers qu'on va développer à l'extérieur ou à l'intérieur de Microsoft Dynamics. On exploite aussi tous les services en lien avec la base de données pour justement consolider l'ensemble des données de nos différents systèmes et ensuite de pouvoir les adresser au travers du reporting qui est fait sur Power BI. Plus récemment, on a joué un petit peu avec Power Apps, on a développé une application en lien avec l'utilisation par nos clients de l'application mobile de Cyrus. Non, si c'était à refaire, on le referait sans doute plus tôt.